Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette webconférence organisée par le groupe Crédit Agricole sur le thème Urgence climatique et défis sociétaux, comment investir pour un monde plus durable. Alors pour répondre à ce thème, nous avons aujourd'hui 3 intervenants. Donc à ma droite, Hélène Valade, directrice de l'environnement chez LVMH, mais vous présidez également l'ORS, qui est l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises, et vous êtes membre du conseil d'administration de l'ADEME. Bonjour. Bonjour Hélène. À côté d'Hélène, nous avons Jean-Jacques Barberis, directeur de la clientèle institutionnelle et de l'investissement responsable chez Amundi. Bonjour. Bonjour. Et enfin, donc à ma gauche, Éric Campos, directeur du projet sociétal et de la transition énergétique au Crédit Agricole. Bonjour. Bonjour Éric. Alors nous sommes ensemble en direct pour une 50aine de minutes environ. Alors lors de cette conférence, nous allons nous focaliser sur l'investissement responsable et notamment les différentes façons d'investir pour un monde plus durable. Alors on va se positionner tant en tant qu'établissement financier, mais aussi au niveau des entreprises et au niveau des épargnants. Alors, avant de répondre à vos questions, on va tout simplement peut-être planter un décor et rappeler que le changement climatique est aujourd'hui une menace qui est reconnue et à laquelle l'humanité doit faire face. Alors les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques extrêmes se sont multipliées ces dernières années. Elles sont en partie dues à l'augmentation des gaz à effet de serre qui sont liées aux émissions carbone, tout simplement, aux émissions fossiles. Alors, quels sont les principaux défis auxquels nous allons devoir faire face? Quel constat pouvez-vous faire, Hélène, sur ce sujet-là? Alors, le premier constat, c'est que le réchauffement climatique, ça n'est plus une idée, un concept, c'est réellement une réalité visible par tout un chacun et tous ceux qui nous regardent. C'est des débits de rivières à côté de sa maison de campagne qui sont en train de se réduire. Et puis, c'est surtout des successions d'événements climatiques intenses, donc des inondations ou des sécheresses, qu'on vit à peu près partout dans le monde, y compris en France. Donc c'est une réalité et elle est prise à bras-le-corps par un certain nombre d'acteurs, et notamment le GIEC, qui est l'autorité scientifique qui travaille sur ces questions, qui vient de publier son dernier rapport et qui montre que, au regard de l'état actuel des choses, on va vers déjà une augmentation de 1,5 degré pour 2030. Ça veut dire la température de Séville à Paris en permanence. Bon. Et donc après, il y a des scénarios qui sont dessinés par le GIEC qui peuvent montrer qu'on peut rester à 1,5, mais pour ça, il va falloir que l'ensemble des acteurs se mobilisent et se mobilisent plus fortement que jusqu'à maintenant. Donc on parle d'urgence climatique. Merci. Alors je me tourne vers vous, Éric. Quels sont les principaux enjeux liés à l'urgence climatique? Alors, en fait, pour reprendre ce que Hélène disait, le rapport du GIEC, il faut se tourner aujourd'hui vers le monde de la science. Je pense qu'on peut tirer 3 grands enseignements. Le premier enseignement, c'est que le monde fait des efforts en matière d'atténuation, c'est-à-dire transformation de ces énergies fossiles avec le passage vers les énergies renouvelables. Des investissements sont engagés par un certain nombre d'acteurs, publics et privés, mais ce n'est pas assez. Premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est qu'il faut s'adapter. Hélène disait, cette température, cette élévation de température nécessite une adaptation des acteurs économiques. Aujourd'hui, on n'investit pas assez dans l'adaptation au changement climatique. Et puis peut-être le troisième sujet, troisième grande recommandation de ce rapport de synthèse, qui intéresse plus particulièrement le secteur financier, c'est la trajectoire net zéro 2050. Les scientifiques enjoignent l'ensemble des secteurs à adopter des trajectoires qui doivent nous conduire vers ce qu'on appelle la neutralité nette planétaire en 2050, c'est-à-dire que les activités humaines, les émissions de CO2 liées aux activités humaines, en 2050, devront être captées par la Terre pour arriver à cette neutralité carbone. Cette trajectoire net zéro 2050 est aujourd'hui, pour la moitié du secteur financier dans le monde, à peu près, une trajectoire de référence. Alors, pour réduire l'impact du changement climatique, il faut qu'on limite le réchauffement de la planète à 2 degrés, voire à 1,5 degré. Alors, quelles sont les mesures qui sont mises en place? Est-ce qu'il existe des engagements communs? Et là, on a une première question d'Alison qui nous demande également si la neutralité carbone est réalisable d'ici 2050 et si ce n'est pas tout simplement utopique. Alors, je me tourne vers vous, Hélène.
Peut-être au niveau des États, quelles sont les actions qui sont entreprises? Oui, alors d'abord, il y a des engagements au niveau des États depuis la COP 15, donc qui a été la COP qui a signé l'accord de Paris sur la trajectoire 1,5. Les États se sont engagés à définir des objectifs de réduction et aussi d'adaptation des émissions de CO2. Et à la dernière COP, la COP 27 qui s'est passée en Égypte, on a pu constater qu'il y avait certes des États qui avaient rehaussé l'ambition de leurs objectifs, mais ça n'est pas le cas de tous les États. Donc voilà, il y a des mécanismes d'action au niveau de chaque État pour agir. Et puis, il y a également, évidemment, des alliances entre l'État, d'autres partenaires pour proposer des actions pour avancer. Mais je rebondis sur la question que pose votre auditrice, que je trouve très intéressante, sur la neutralité carbone, est-ce qu'elle est atteignable en 2050 ou non. Moi, je suis très prudente avec ce terme qui définit une trajectoire planétaire, mais certainement pas une trajectoire au niveau d'un acteur, parce que ça ne veut rien dire, la neutralité pour uniquement une entreprise ou une banque. On peut utiliser ce terme dès lors que le framework est posé et donc parler de trajectoire planétaire. Et puis, on peut se poser la question de savoir si c'est utopique ou non. En tout cas, c'est une direction qui est nécessaire et je pense que c'est important d'avoir ce type d'objectif pour entraîner tout le monde, pour mobiliser et pour agir. Alors, au niveau des banques, quels sont les engagements qui sont pris ? D'abord, dire que pour arriver à cette neutralité planétaire, chacun doit y contribuer. Et l'économie est en fait un écosystème. Les acteurs financiers font partie de cet écosystème. Et donc, c'est toute l'économie qui doit contribuer à cette neutralité. Donc, le secteur financier a créé des alliances en ce qui concerne les établissements bancaires. Ils se sont regroupés autour d'une alliance, Net Zero Banking Alliance. Le Net Zero fait référence au Net Zero 2050, avec un certain nombre d'exigences qui, notamment, demandent aux établissements d'adopter ces trajectoires, de voir surtout comment ces établissements vont mettre en place des plans d'action pour décliner la capacité que l'on aura à atteindre ces différents objectifs. Pour le Crédit Agricole, nous avons publié le 6 décembre dernier nos trajectoires sur 5 secteurs d'activité. Donc on prend les portefeuilles de financement, secteur par secteur, et on regarde comment on va diminuer l'intensité carbone des clients que l'on finance. Et là, c'est un point particulièrement intéressant, c'est qu'en réalité, ce n'est pas le Crédit Agricole ou la banque qui va décarboner l'activité économique. En fait, la banque va accompagner la transformation économique, la transformation des business models des entreprises qui vont pouvoir diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, les entreprises et l'ensemble des secteurs économiques, et les particuliers aussi, puisque chaque acteur est particulièrement impliqué dans cet objectif de neutralité carbone. Si on regarde du côté des entreprises, Hélène, quels sont les engagements ou les actions ? Les entreprises agissent de manière volontaire d'ailleurs. Pour l'instant, ce sont des démarches volontaires. Le fait de construire des trajectoires carbone, donc elles prennent des engagements de limitation de leurs émissions de CO2, trajectoires qui sont validées par des systèmes internationaux que l'on peut appeler SBTI notamment. Donc ce sont des engagements qui sont fondés sur la science, ça c'est la première chose. Et la seconde chose, ces engagements s'appuient évidemment sur des plans d'action de réduction des émissions de CO2, à la fois sur la consommation énergétique, sur les transports et puis sur l'empreinte carbone de l'ensemble des matériaux dont une entreprise a besoin pour fabriquer ou pour agir. Donc les actions qui sont mises en place commencent à être assez robustes. Elles sont d'ailleurs sous le contrôle d'une agence de notation extra-financière spécialisée sur le climat qui s'appelle le CDP, Carbon Disclosure Project. Et juste comme information, il y a dans le monde maintenant 15 000 entreprises qui répondent à ce questionnaire et donc qui témoignent de leur démarche volontaire pour limiter leurs émissions de CO2. Alors, on peut se poser la question maintenant, quel rôle peut jouer le secteur financier face à l'urgence climatique ? Alors, on a une question de Laurent
qui nous demande si nous voulons vraiment faire face aux enjeux climatiques, les banques ne devraient-elles pas arrêter d'investir dans des projets polluants? Donc là, il fait référence aux sociétés pétrolières. Peut-être avec vous, Éric, pour répondre à cette question. Oui, c'est une question... vous savez, il faut se méfier des fausses évidences sur ce genre de sujet. En fait, imaginons l'espace d'un instant de raison qu'il n'y ait plus de pétrole sur Terre. Que se passerait-il? Impossible de se déplacer, pour certains pays impossible de se chauffer. Donc on voit bien que la question, elle n'est pas tant dans l'immédiateté, mais elle est dans la transition. Si on peut, de façon assez basique, représenter ce qu'est une stratégie climat pour un établissement financier comme le Crédit Agricole, elle va se structurer en 3 temps. Et ces 3 temps ont des temporalités très différentes. Le premier temps, c'est de développer les énergies renouvelables. C'est un facteur clé dans cette transition bas carbone. Si on prend le cas de la France, ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui, la France a à peu près 12 gigawatts de puissance solaire installée. Et donc, dans les scénarios de RTE 2050, qui est l'organisme qui régit les productions d'électricité, d'ici 2050, nous devons passer de 12 gigawatts à plus de 110 gigawatts. C'est-à-dire que c'est des investissements colossaux qui doivent être faits sur l'énergie renouvelable. J'ai cité le solaire, l'éolien ou l'hydraulique sont d'autres types d'énergie. Donc, on doit multiplier et investir dans le renouvelable. Dans le même temps, on doit se désengager des énergies fossiles, puisque 80% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux énergies fossiles. Donc on doit faire ce chemin. Pour investir dans le solaire, c'est 3-4 ans entre le moment où on lance un projet et le moment où ce projet va produire de l'électricité. Sortir des énergies fossiles, c'est effectivement des décisions, mais industriellement, ça prend du temps. Une fois qu'on a fait ça, on n'a en fait pas fait grand-chose, puisque le grand sujet, c'est la transformation de l'économie. Comment on électrifie les usages, comment chaque acteur de l'économie peut transformer sa façon de produire de la croissance. Aujourd'hui, vous avez un lien très étroit entre les émissions de gaz à effet de serre et la croissance. Et donc, il faut qu'on arrive à décorréler ce lien entre croissance et émissions de gaz à effet de serre. C'est toute cette transformation de l'économie qui va prendre du temps et qui, effectivement, ne peut pas répondre à l'immédiateté et à l'urgence. Le grand défi que l'on a dans ce phénomène de transition, c'est ce lien, cette conjonction un peu paradoxale entre l'urgence, la radicalité d'un côté du changement nécessaire, et puis le temps de transformation de toute la société sans laisser personne au bord du chemin. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Jacques. Quel rôle peut jouer une société de gestion comme Amundi dans ces sujets? D'abord, je pense qu'il faut être modeste. Je pense que c'est important d'être modeste sur ces sujets-là. Non pas que ça serait renoncer à une forme d'ambition, mais être modeste. Parce que par définition, le secteur financier, il peut accompagner, mais il ne va pas tout faire tout seul. Il ne va pas se substituer à. Comme le disait Éric, comme le disait Hélène, il est plutôt dans une démarche d'accompagnement d'une transformation industrielle qui est une transformation majeure, qui est face à nous. Et donc, il faut se placer dans une logique d'accompagnement. Et donc, pour répondre à la question qui était posée par Laurent, je pense qu'en fait, la difficulté sur ce sujet, c'est qu'il faut sortir de solutions binaires. Il faut sortir de réponses qui seraient binaires. Quand on me pose la question, est-ce que vous pensez qu'on va réussir à atteindre la neutralité carbone? En fait, la réponse n'est pas oui, je pense qu'on va y arriver ou non, je pense pas qu'on va y arriver. C'est que tout effort qu'on fait aujourd'hui pour éviter qu'il y ait une tonne de CO2 supplémentaire dans l'atmosphère participe déjà à la solution. Premièrement. Et deuxièmement, il faut se méfier, encore une fois, des solutions très binaires sur le sujet, parce que, comme le disait Éric, il y a des questions de temporalité, et puis il y a des questions aussi de secteur à transformer. Et aujourd'hui, il faut assumer, quand on est un investisseur, d'investir dans des entreprises pour leur permettre de se décarboner. Et donc, ça veut dire assumer tout à fait d'investir dans une entreprise qui peut-être aujourd'hui émet effectivement beaucoup de gaz à effet de serre, mais parce qu'on investit dedans, on l'amène à le réduire et à se mettre sur une trajectoire compatible avec les objectifs qui nous lient tous. Et ça, c'est quelque chose qui est complexe, qui est difficile, qui est probablement plus difficile à expliquer aussi que de sortir d'une approche qui consiste à dire « je me retire totalement, je n'investis plus dedans », puisque effectivement, ce qu'on doit faire, c'est accompagner une démarche de transition.
Alors, notre webconférence est sur le thème de l'investissement responsable. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui. Jean-Jacques, mais c'est quoi au juste l'investissement responsable? Comment on peut le définir et l'expliquer? Alors l'investissement responsable, je pense qu'il y a la définition la plus large, hein, c'est l'intégration de considérations extra-financières, mais qui en fait sont des réalités financières également, hein, à l'intérieur de démarches d'investissement. Donc ça, c'est la définition la plus large qu'on peut en donner. Qu'est-ce qu'on appelle extra-financier? Extra-financier, ça va être la prise en compte d'éléments, par exemple, quand on va apprécier l'intérêt d'investir dans une entreprise, ça va être effectivement de regarder quelle est, par exemple, sa trajectoire d'émissions de CO2. Alors aujourd'hui, ça devient très financier puisque les entreprises qui ne le font pas et qui ne se mettent pas dans des trajectoires qui sont les bonnes, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à un moment, elles seront rattrapées par la réglementation, par les autorités qui feront qu'elles devront s'y mettre. Donc d'une certaine manière, c'est aussi prendre en compte un aspect financier, de s'y intéresser. L'investissement responsable, pour moi, en fait, c'est un ensemble de techniques qu'on peut utiliser dans des stratégies de gestion au service de certains objectifs. Et de techniques qui peuvent être assez différentes selon les objectifs qu'on se donne. Un fonds d'investissement responsable qui va avoir notamment pour objectif d'accompagner les entreprises dans la neutralité carbone, on va y associer un certain nombre de techniques de gestion, dont d'ailleurs les clients devront pouvoir mesurer l'impact. Ce ne sera pas forcément la même chose pour d'autres stratégies, donc c'est un ensemble de techniques qui visent à intégrer ces enjeux dans une gestion financière. Merci, on va y revenir, hein. On en reviendra dans le sujet. Alors, on a une question de Sylvie pour vous, Eric. La hausse du coût de l'énergie et plus généralement des prix n'est-elle pas un frein à l'investissement responsable aujourd'hui? L'investissement responsable, je voudrais revenir sur la question que vous avez posée à Jean-Jacques. Fait pénétrer une troisième dimension dans l'investissement qui est traditionnellement régie par des règles de risque et de rentabilité. Et donc cette troisième dimension, qui est celle de la responsabilité, elle peut porter sur un certain nombre de critères. Être responsable aujourd'hui, quand on travaille dans le secteur de l'énergie, c'est effectivement préparer l'avènement des énergies durables. La question du renchérissement du prix de l'énergie est d'abord et avant tout un frein au développement économique. Ça, c'est évident. Après, on observe aujourd'hui que l'énergie issue des énergies durables devient économiquement compétitive. Regardez le budget de l'État qui a très longtemps subventionné les énergies renouvelables en France. Aujourd'hui, les énergies renouvelables apportent du budget à l'État, un budget positif. Donc on est probablement dans cette séquence où l'énergie renouvelable a aujourd'hui toute sa place dans le modèle énergétique. Donc oui, c'est un investissement qui est aujourd'hui intéressant du point de vue économique. Merci. Alors, Jean-Jacques vous a expliqué ce qu'était l'investissement responsable. Je vous propose de revenir sur ce qu'on appelle aussi les critères ESG, parce qu'on parle aussi de cette définition-là. Alors, côté investisseur, qu'est-ce que sont ces critères ESG? Donc, E, environnement, S, social, G, gouvernance. Donc ça, c'est une matrice en fait de critères ou d'indicateurs qu'on va utiliser pour essayer d'apprécier la manière dont une entreprise traite de ces enjeux. Je vais prendre un exemple concret pour expliquer comment ça marche. Typiquement, quand on va regarder une entreprise et qu'on va regarder la dimension environnementale, on va regarder à l'intérieur de ça plusieurs des dimensions sur l'impact que l'entreprise peut avoir sur l'ensemble de son environnement. Typiquement, si on regarde la partie climatique, ça veut dire qu'on va regarder des données et des critères assez précis. Donc, on va regarder typiquement ses émissions de CO2, l'intensité carbone de sa production, la part de ses investissements dans des solutions, typiquement pour une entreprise secteur énergétique renouvelable versus les autres types de solutions. On va regarder des éléments comme est-ce qu'effectivement elle a une trajectoire climatique qui peut être validée par des organismes tiers comme compatible avec un objectif de neutralité. Donc en fait, ce sont des matrices de critères ou d'indicateurs qu'on va utiliser et qu'un gérant va utiliser pour se forger une opinion quant à la décision à prendre d'investir dans l'entreprise en question. D'accord. Et de votre côté, Hélène, que représentent les critères ESG pour une entreprise? Exactement ce qui vient d'être dit, mais du coup, il faut les construire, ces indicateurs ESG, environnemental, social, de gouvernance, en organisant à l'intérieur de l'entreprise des reporting, c'est-à-dire des systèmes qui font remonter les informations de l'ensemble des unités fonctionnelles d'une entreprise donnée, à la fois sur sa dimension carbone, comme vous venez de le dire, mais aussi sur deux sujets qui, moi, me tiennent beaucoup à cœur parce qu'ils sont en train de monter en puissance, y compris dans votre univers, si je l'ai bien compris, ceux de l'eau
et de la biodiversité. Donc, quel est l'impact d'une entreprise sur les ressources en eau, en quantité, en qualité, et quel est l'impact, bien sûr, de son activité sur la biodiversité, donc le nombre d'espèces végétales, la manière dont on artificialise ou non le sol en agissant, etc. Bon. Et puis, il y a quelque chose dont je constate qu'il est en progression depuis quelques années dans cette affaire de l'investissement responsable, c'est aussi la prise en compte d'indicateurs qui témoignent de la transformation des modèles économiques. Parce que l'enjeu, c'est bien celui-ci, c'est transformer un modèle par le passé très productiviste. Hein, je prends, je transforme, et je consomme et je jette, en quelque chose qui est beaucoup plus respectueux de la nature et qui s'occupe donc de l'impact sur les milieux naturels, mais aussi de la fin de vie des produits, par exemple. Bon. Et ça, c'est encore plus compliqué probablement à mettre sous forme d'indicateurs, mais nous y travaillons d'ailleurs collectivement. C'est aussi ça qui est intéressant, parce que la science derrière est naissante autour de ces questions. Il y a des KPIs, des manières de comptabiliser tout cela qui ne sont pas encore fixées dans le marbre, comme l'est le monde de la finance. Nous, on est sur une science en construction, c'est aussi pour ça que c'est passionnant. Et donc, voilà, pour fournir ces critères ESG qu'on appelle aussi critères extra-financiers, il y a derrière beaucoup de recherches pour trouver les méthodes de calcul les plus robustes et la manière d'en rendre compte la plus parfaite. Tout cela pour désigner, au fond, la transformation des modèles de manière à ce que vous l'appréciez pour décider que voilà, ces investissements peuvent être fléchés sur telle ou telle entreprise parce que ces indicateurs laissent à penser qu'elle est sur la bonne trajectoire. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Jacques, maintenant. Comment construit-on un fonds responsable ? Alors, tout dépend de l'objectif qu'on se donne, en fait. Et ça, je pense que c'est ça la grande transformation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, dans les dernières années, on avait une intégration des sujets extra-financiers et de l'ESG de manière un peu générique dans tout un tas de gammes de produits différents. Et maintenant, de plus en plus, la manière dont on construit un fonds d'investissement responsable, c'est en lien avec un objectif d'impact précis qu'on veut délivrer. Donc, pour prendre un exemple très concret, aujourd'hui, nous, on fabrique de plus en plus et on met face aux besoins de nos clients, des fonds qui ont un objectif de neutralité. Donc ça, c'est très simple, d'une certaine manière, à concevoir. Ça veut dire qu'on va mesurer l'empreinte carbone, donc les tonnes de CO2 attachées aux entreprises qui sont dans le portefeuille sur une année de référence, mettons 100 en 2019. Et ensuite, on va gérer le portefeuille pour s'assurer que les émissions associées au portefeuille réduisent selon les objectifs qui sont donnés par la science. Donc typiquement, il va falloir, pour le fonds dont je parlais avant, s'il était 100 en 2019, il va falloir qu'il ait 70 d'émissions embarquées en 2025 et 40 en 2030. Et c'est en se fixant des objectifs de cette nature-là, et ça ensuite, on va construire dans la durée la gestion du fonds en sélectionnant progressivement des entreprises dont la stratégie, la gestion, leur permet de réduire leurs émissions et donc du même coup de réduire les émissions du portefeuille. Donc c'est un exemple très pratique de la manière dont on construit un fonds d'investissement responsable qui a un objectif de neutralité carbone. Alors, on a une question de Marcel qui nous demande quels sont les leviers pour faire évoluer le comportement des entreprises et comment les accompagner. Il précise aussi quels sont les freins à la transition d'une entreprise. Cette question est pour vous, Hélène. Merci pour cette question. Le premier levier, probablement, est un levier de conviction et est un levier volontaire. C'est-à-dire que les entreprises qui se mettent en route sur des transitions développement durable sont convaincus que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et donc ça fait partie de la vision d'un chef d'entreprise. Et c'est de plus en plus le cas. Donc il y a une analyse de la vision de là où il faut aller qui fait que ça se met en mouvement. Et à cela s'ajoutent, à mon sens, deux autres types de pressions qui sont en train de monter en puissance. La première qui est une pression sociétale. On a, arrivant dans nos entreprises, une génération que j'appelle moi la génération native du développement durable, donc qui arrive avec des attentes, avec des comportements, parce qu'elle a été socialisée dans une période où elle a eu des cours sur le développement durable à l'école, par exemple, et donc son comportement est très très différent des générations précédentes. Et ça, c'est une forme de pression très positive, un aiguillon très positif à l'intérieur des entreprises, et du coup,
c'est une pression aussi sur l'attractivité de l'entreprise qui doit être en capacité d'attirer ces jeunes générations et donc d'avoir des politiques de développement durable dignes de ce nom, c'est-à-dire robustes. Et puis, troisième pression, elle nous vient du législateur. Alors, pardonnez-moi, mais tout se passe comme si en ce moment, que ce soit du niveau européen ou du niveau français, aussi le législateur rattrapait le retard qui avait été pris en 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a un foisonnement législatif aujourd'hui. Je citerai uniquement la loi économie circulaire en France, la loi résilience climat en France, ou bien au niveau européen, le Green Deal et la révision de la directive justement sur le reporting RSE des entreprises. Tout cela est assez, en fait, quand on regarde de près les choses, révolutionnaire et va engager les entreprises à aller encore plus loin. Donc je pense que c'est un levier extrêmement important. Je crois que cette personne posait une question sur les freins. Tout à fait. Les freins à la transition dans une entreprise. Alors, évidemment, les freins sont assez nombreux, mais celui, moi, qui me frappe le plus, c'est un frein qui vient de l'absence de formation et de connaissance des sujets. On ne peut pas embarquer un corps social sur une transition dès lors que l'on ne prend pas le temps d'expliquer et non pas plus seulement de sensibiliser, mais vraiment de former. Vous voyez, un des leviers importants pour réduire les émissions de CO2, c'est l'éco-conception des produits. Ça se passe comment ? Comment je fais ça ? Quelles sont les fibres recyclées ? Si je parle par exemple du textile, il faut que j'aille chercher pour faire de l'éco-conception. Quelles sont les machines qui peuvent utiliser des fibres recyclées, qui ne sont pas exactement les mêmes que les machines qu'on utilisait précédemment. Donc c'est toute cette capacité à donner les formations pour agir, et puis toute à la fois la logistique et les assets des industries, des industries qu'il faut revoir pour qu'ils soient en lien avec cette transition. Voilà, donc c'est pas un frein, mais c'est des réalités qu'il faut prendre en compte pour que ça avance réellement. Alors, Marcel complète sa question et nous demande quelle entreprise et quel projet de transition on accompagne au Crédit Agricole. Ça, c'est pour vous, Eric. Crédit Agricole en France, si votre question porte sur la France, c'est à peu près 25 à 30% du marché bancaire. Donc on accompagne toute l'économie dans sa transformation, que ce soit des particuliers sur des projets de rénovation thermique, des particuliers sur la mobilité douce, ou les entreprises dans les projets de transformation. On est le premier banquier des énergies renouvelables en France, le premier investisseur institutionnel sur ces sujets. Donc on est vraiment extrêmement actif, mais rénover un logement ne dépend pas du banquier. Ça dépend du propriétaire de ce logement qui veut se lancer dans une rénovation. Et donc, vous parliez des obstacles. Le premier obstacle, c'est la perspective économique de la transformation. Et c'est ça souvent qui retient, que ce soit un agriculteur qui doit changer ses pratiques culturales ou un chef d'entreprise qui doit changer sa chaîne froid en se demandant si, en diminuant les émissions de gaz à effet de serre sur sa chaîne froid, est-ce qu'au fond, économiquement, ça va être performant ? Donc la question à laquelle sont confrontés les chefs d'entreprise, c'est souvent celle-ci. C'est souvent celle de est-ce que je ne vais pas trop tôt sur ce sujet ? Est-ce que je regarde ce que fait la concurrence ? Et donc se trouve effectivement face à un choix. Deuxième sujet, quand on accompagne une entreprise, ce qu'on observe, c'est que c'est extrêmement transformant. Hélène le rappelait, on est devant une modification profonde du mode de fonctionnement d'une entreprise. Aujourd'hui, être capable de mesurer son impact, et nous avons effectivement la réglementation qui va imposer à l'ensemble des entreprises, en 2025, des entreprises de plus de 250 salariés, de rendre compte sur l'impact de l'activité, sur des critères comme le climat, la biodiversité, l'eau, la pollution. Ça veut dire qu'il faut être capable de mesurer. Mais pas uniquement de mesurer à la sortie, mais de voir tout au long du process de fabrication d'un produit ou pour le Crédit Agricole d'un financement, il va falloir que l'ensemble de la chaîne de production, l'ensemble de ce process puisse intégrer ces dimensions là où elles n'avaient jamais été intégrées. Et donc c'est non seulement très transformationnel, mais ça nécessite des compétences, des expertises dans des métiers qui aujourd'hui sont en forte tension. Et donc c'est une transformation à laquelle les chefs d'entreprise sont confrontés. Nous les accompagnons dans cette voie, mais il faut bien se rendre en compte que ce n'est pas un projet
comme on a pu traverser un certain nombre de projets, digitalisation, sécurité de la donnée, etc. Non, c'est un projet stratégique pour une entreprise, et donc forcément un projet très impactant. Alors, on a une question d'Anne qui nous demande, et vous, au niveau du Crédit Agricole, comment faites-vous pour faire évoluer votre façon de travailler? Comment diminuez-vous votre impact sur le changement climatique? C'est évidemment une excellente question. Le Crédit Agricole, sur son empreinte propre, émet à peu près 1,5 million de tonnes de CO2. Donc c'est mesuré depuis 2012, donc ça fait 10 ans que nous mesurons cette empreinte, dite scope 1, 2 et 3 direct, c'est 1,5 million. Dans notre activité... Scope 1, 2, 3 ? Oui, c'est notre activité propre. Okay. Pour faire simple, c'est ce qui est émis par nos serveurs, par nos équipiers, par les trajets professionnels, par ce qu'on achète. Donc voilà, pour produire nos financements et notre activité, c'est à peu près ça. Lorsque nous finançons nos clients, oui, la part de marché de nos financements sur nos clients, que nous comptabilisons, c'est-à-dire que lorsque un client du Crédit Agricole émet 100 tonnes de CO2 dans son activité, si nous finançons 50% de ce client, nous comptabilisons 50% de ses émissions, ce qu'on appelle le scope 3 aval. La totalité de notre part de marché des émissions de CO2 de nos clients, c'est 147 millions de tonnes de CO2. Donc vous voyez que c'est un rapport de 1 à 100 entre ce que nous émettons en tant qu'émetteurs directs et ce que nous permettons d'émettre à nos clients. Et donc, le travail qui nous occupe, en priorité, évidemment, c'est la réduction de notre empreinte. Donc, nous nous sommes engagés à réduire de 50% de notre empreinte d'ici 2030, c'est-à-dire que 1,5 million en 2030, ce sera 750 000 en CO2, donc la division par 2. En revanche, sur les 147 millions, là, ça nécessite que l'on travaille secteur par secteur pour diminuer les intensités. Alors, on s'est engagé sur 5 secteurs. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque le Crédit Agricole finance les énergéticiens, finance l'énergie, la création d'énergie, donc on va mesurer l'empreinte de CO2 des kilowattheures des clients que nous finançons. Aujourd'hui, 1 kWh financé par le Crédit Agricole, c'est 224 grammes de CO2. Aujourd'hui. Et donc, nous nous sommes engagés à accompagner nos clients pour qu'ils diminuent leurs émissions de CO2, de sorte que, en 2030, lorsque nous financerons 1 kWh de production d'énergie, eh bien, ce kilowattheure n'émette que 94 grammes de CO2, donc une division d'à peu près 50%. Pour faire ça, ça nécessite énormément de travaux en amont, ça nécessite de former nos équipes et que nos équipes puissent être formées dans l'accompagnement de leurs clients. Je vous ai donné l'exemple du kilowattheure, j'aurais pu vous donner l'exemple sur une voiture, sur l'oil and gas, etc. Nous intégrons cette dimension climatique aujourd'hui au cœur des process de production de nos financements et d'accompagnement de nos clients. Alors, côté LVMH, comment diminuez-vous votre impact sur le changement climatique ? Alors, LVMH, c'est 75 maisons. Et ce qui a été le plus important pour moi quand je suis arrivée il y a 3 ans, c'est de proposer une démarche qui embarquait l'ensemble de ces 75 maisons. Donc, c'est une stratégie qui s'appelle Life 360 et qui prend en effet des engagements assez forts sur la trajectoire carbone. À la fois sur le scope 1 et 2, 50% d'émissions de CO2 en moins d'ici 2026 sur le scope 1 et 2, et 55% en moins sur le scope 3 d'ici 2030, sachant que le bilan global carbone de LVMH, en additionnant le scope 3 aval, c'est-à-dire chez nos clients, c'est 6 millions de tonnes équivalent CO2. Donc on est dans des proportions qui sont quand même extrêmement différentes. Et puis l'enjeu également pour LVMH, parce qu'après on se pose la question de la matérialité de ces enjeux, c'est probablement davantage celui de la biodiversité. Et donc là, on a conduit un certain nombre d'études pour évaluer notre impact à la fois sur la biodiversité et sur l'eau. Et donc pour se fixer un objectif, là également ambitieux d'ici 2030, d'avoir réhabilité ou restauré 5 millions d'hectares d'habitat de faune et de flore d'ici 2030. Et pour cela, on a un plan d'action lié
à l'agriculture régénératrice avec l'ensemble de nos fournisseurs. Et j'avoue que c'est extrêmement passionnant que d'accompagner tous nos fournisseurs. Et tous nos produits dépendent de la nature, que ce soit une robe, que ce soit un sac, que ce soit un parfum, que ce soit une bouteille de champagne. Tout dépend de la nature. Donc vraiment un grand accent a été mis sur cette politique agriculture régénératrice, ce qui veut dire en fait des pratiques agricoles très respectueuses de l'environnement, souvent pleines de bon sens et assez ancestrales, et qui permettent d'améliorer la capacité du sol à capter le carbone. Et c'est là où on fait le lien avec ce sujet du climat, qui est en fait très lié à celui de la biodiversité et de l'eau. Donc agir sur la biodiversité, c'est aussi agir sur le carbone, et c'est assez passionnant parce que ça renvoie à une vraie évolution des pratiques. Alors, nous venons de voir comment les établissements financiers et les entreprises peuvent agir pour limiter le changement climatique. Je vous propose de nous tourner maintenant du côté des épargnants, avec une question pour vous, Éric. Comment l'épargne peut accompagner un développement plus durable et quel rôle peut-elle jouer ? Je le disais tout à l'heure de façon un peu synthétique et peut-être un peu brutale, mais jusqu'à présent, on va dire jusqu'à ces dernières années, la question de l'épargne, c'était avant tout quel rendement je souhaite et quel risque je veux prendre. Est-ce que je veux que mon épargne soit liquide ou est-ce que je suis d'accord de l'immobiliser et finalement obtenir une contrepartie de cette immobilisation. Aujourd'hui, Jean-Jacques le disait, une nouvelle dimension intègre l'épargne avec cette épargne responsable, avec cette recherche d'impact. Eh bien, si l'épargnant souhaite accompagner de façon plus durable l'économie, il faut qu'il s'intéresse à l'impact de son épargne. Et donc, en s'intéressant à l'impact de son épargne, il va intégrer cette troisième dimension, qui est celle de l'impact sur ce qu'on appelait les invisibles, la biodiversité, le climat, etc. Et donc, à aller rechercher des objectifs qui sont quantifiés. Et donc, ça va pousser le secteur financier à développer des produits d'épargne et ça va encourager aussi les créateurs de ces fonds responsables à être davantage exigeants, précis, quantifiés sur le reporting. Donc j'encourage effectivement les épargnants d'abord à épargner sur des produits qui ont un impact sur ces éléments du bien commun, et puis être exigeant aussi sur cette mesure de l'impact pour éviter d'être sensible à des fonds qui font beaucoup de marketing, mais qui sont probablement moins impactants que d'autres, qui peut-être font moins de marketing, mais vont vraiment aller chercher à être impactants. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Jacques, avec une question de Maxime qui nous demande comment un fonds peut participer à l'atteinte de la neutralité carbone. Peut-être définir aussi ce que c'est la neutralité carbone. Non, la neutralité carbone, ça va être effectivement que, toutes choses étant égales par ailleurs, l'empreinte carbone du portefeuille soit neutre en carbone, donc atteindre 0 en 2050. Donc c'est de ça dont on parle, fondamentalement. Le concept de neutralité, Hélène a rappelé qu'il faut le prendre parfois avec certaines nuances. Mais en pratique, c'est très simplement, c'est que les émissions embarquées dans le portefeuille, qui sont les émissions des entreprises qui sont investies, se réduisent progressivement de manière compatible avec un objectif de neutralité. Donc en fait, la manière dont un fonds peut le faire, c'est de s'y engager et de s'y engager juridiquement. Donc c'est la meilleure manière, c'est-à-dire que dans la promesse qui est faite aux clients, effectivement, nous aujourd'hui, des fonds net zéro chez Amundi, c'est un objectif qui est dans le prospectus, et qui a des bornes dans le temps. On doit respecter une trajectoire de réduction des émissions embarquées dans le portefeuille à court terme, en 2025 et en 2030, notamment pour s'assurer qu'on est bien sur la bonne trajectoire. Et donc, un fonds peut y participer en s'y engageant juridiquement vis-à-vis de son client, c'est-à-dire que contractuellement, on est tenu de délivrer cette performance carbone de manière tout à fait transparente. Et puis après, il y a une autre manière où des fonds peuvent contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, qui est un concept en effet à prendre au niveau global. C'est notamment des fonds qui vont contribuer à faire développer des solutions de technologie, des solutions technologiques contributives, donc des solutions de fabrication de la transition. Donc par exemple, vous trouvez de plus en plus de fonds qui sont orientés dans le financement de certaines technologies de contribution qui ont pour objectif de faire soit apparaître, soit grandir des technologies
qui vont permettre de contribuer très fortement à la réduction des émissions des émissions de l'ensemble de l'économie. Voilà des manières différentes de contribuer à une atteinte de neutralité. Et encore une fois, le meilleur moyen pour ça, c'est qu'un fonds en prenne l'engagement juridique. Et j'en profite pour les clients qui nous écoutent, les épargnants qui nous écoutent. Aujourd'hui, le sujet n'est pas tant de la difficulté à fabriquer ce type de fonds, des choses qu'on sait fabriquer, certaines limites méthodologiques, mais c'est des choses qu'on sait fabriquer. La question, c'est qu'on nous les demande. D'accord. Alors, nous avons une question de Philippe qui nous demande si les énergies renouvelables sont vraiment un secteur d'avenir pour les investissements. Est-ce que l'énergie renouvelable est un secteur d'avenir ? Oui. J'espère qu'au terme de la discussion que nous avons, chacun sera convaincu qu'effectivement, si le monde a un avenir, elle passera par l'énergie renouvelable. Sans répondre à la question est-ce qu'il faut que j'investisse, mais il faut que justement les épargnants regardent un peu comment on va réussir à construire une économie bas carbone. Et donc, si vous regardez dans le scénario net zéro de l'Agence internationale de l'énergie, qui est aujourd'hui une référence, les hypothèses sous-jacentes, c'est une explosion des investissements dans les énergies renouvelables. C'est une transformation radicale du moteur énergétique mondial. Et ce n'est pas vrai uniquement qu'à l'extérieur de nos frontières. C'est vrai aussi en France. L'amortissement des investissements dans l'énergie nucléaire dans les prochaines années va demander qu'on puisse les remplacer. Et le remplacement se fera pour une partie non négligeable par les énergies renouvelables. Donc la question, elle est plutôt comment on va y arriver ? Comment techniquement on va y arriver ? Eh bien, si on peut avancer sur ce sujet, juste sur quelques éléments. Jusqu'à présent, l'énergie, c'était un moteur énergétique plutôt centralisé et distribué dans les réseaux. Ce qui va se passer dans les prochaines années, en France et aussi dans le monde, c'est que l'énergie renouvelable va être au cœur des territoires. Ça ne va plus être des objets qui vont avoir une emprise de quelques hectares, comme les centrales nucléaires. Non, ça va être des petites fermes solaires sur les toits des maisons. On va développer l'autoconsommation. Ça va être des ombrières sur les parkings. Ça va être aussi de l'agrivoltaïsme qui va se développer. Donc on va voir émerger un certain nombre d'objets. Et il va falloir que les territoires acceptent cette émergence d'une énergie de proximité. Et c'est ce monde-là qu'on va essayer de dessiner. Donc oui, l'énergie renouvelable est clé dans l'économie bas carbone, et les territoires qui vont accueillir ces énergies, dans les écosystèmes, vont être aussi au cœur des solutions d'avenir. Alors, Philippe nous demande également comment déterminer le meilleur placement éco-responsable, comment choisir entre le solaire et l'hydrogène. Ça, c'est pour vous, Jean-Jacques. D'abord, je pense qu'il faut sortir de l'idée un peu trop simple qu'il y aurait une solution qui permettrait de régler le problème et une solution technologique en particulier. Dans le concept de mix énergétique, il y a le mot mix, et donc par définition, c'est un ensemble de solutions qui vont y parvenir. Donc je pense qu'il n'y a pas de réponse à la question en disant il faut mettre des investissements uniquement sur telle ou telle technologie. Du point de vue de l'épargnant, là, le seul conseil un peu avisé qu'on peut donner, c'est toujours le même, c'est qu'il faut prendre en compte quelle est votre appétence au risque, quel est votre horizon et quel est votre souhait de diversification. La meilleure solution, la plupart du temps, c'est quand même d'être dans des approches qui sont diversifiées et à des échelles de temps qui sont relativement moyen terme, parce qu'on sait, et Eric le disait, que ce sont des solutions qui demandent un financement long. Et donc le meilleur moyen de participer à l'effort collectif avec un espoir de rendement, toutes choses étant égales par ailleurs, attractif, c'est effectivement d'être diversifié. Alors, sur un autre registre, nous avons Rachida qui nous demande comment on peut contribuer au progrès social avec ses placements. Elle nous demande si ce n'est pas plutôt un effet de mode, l'investissement responsable. Alors, peut-être pour vous, Eric, cette question ? Cette question, elle est clé. Il n'y aura pas de transformation du modèle économique sans qu'on prenne soin de la cohésion sociale. La question de la transition de ce modèle et la question de la justice sociale sont intimement liées. On a pu voir par le passé que quand une décision touchait ou avait un impact sur la question climatique sans qu'elle se soit associée au préalable de la question de l'équité de l'effort, elle ne fonctionnait pas. Et de façon plus générale, quand on regarde les émissions de CO2 dans le monde, vous avez des pays qui émettent par personne 20 à 25 tonnes de CO2 par an et d'autres qui en émettent moins d'1 tonne. Et donc la question de l'équité, elle va se poser au niveau national, mais elle se posera aussi au niveau international. Cette transformation de l'économie, elle ne passera que
par la question de la justice sociale. Ça ne pourra pas être autrement. Ou alors, c'est la porte ouverte à d'autres types de radicalité. Donc non, ce n'est pas un effet de mode, c'est une condition absolument nécessaire et indispensable. Notre modèle économique aujourd'hui a rendez-vous avec cette question sociale. Elle est venue par la question climatique, parce qu'il y a une urgence climatique, mais en réalité, elle passera par la question sociale. Merci Eric. Alors pour vous, Hélène, toujours Rachida nous demande si social et business sont compatibles. C'est très proche de la question précédente. 1000 fois oui. Ça s'appelle la transition juste. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille beaucoup à l'ORSE. Et ça met le doigt sur la nécessité d'avoir des réponses à une équation qui est à 3 branches, c'est-à-dire l'impact environnemental, l'impact social et l'impact sociétal. C'est pour cela que l'ensemble des solutions qui sont à nos dispositions, je vous entendais parler des renouvelables tout à l'heure, pose la question de savoir comment on peut les analyser sur ces 3 types d'impact. Est-ce que sur l'environnement et toutes les dimensions environnementales, ça va, hein, et donc on peut se poser la question, par exemple, de l'impact sur la biodiversité d'un certain nombre de solutions. Est-ce que sur le social en tant que tel, l'impact est positif, c'est-à-dire est-ce que le coût d'accès de ces énergies va être accessible à tout le monde? Et puis évidemment sociétal, et notamment en termes d'ancrage territorial, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à prendre en compte? Donc votre question, j'ai plutôt envie de la traiter en se disant, il n'y a pas de réponse black and white, c'est jamais comme ça. C'est pas manichéen le sujet de cette évolution. Et je pense qu'il faut avoir le courage de prendre en compte l'ensemble des impacts, en effet, sur l'environnement, sur le social et sur le sociétal. Alors, nous avons aussi une question de François qui nous demande si demain je devais investir dans le développement durable, dans quelle direction regarder? Quelle entreprise ou activité pourrait être intéressante? Une question pour vous, Hélène? Écoutez, moi, venez chez moi, hein, chez LVMH, puisque les produits sont quand même durables dans la mesure où on se les transmet de génération en génération. Hein. On n'a pas l'idée de jeter un sac Vuitton, et puis on est en train de se doter en plus de systèmes de réparation extrêmement denses et robustes. Ou alors, si vous êtes plus joueur, en effet, vous pouvez aller vers les secteurs qui, pour l'instant, sont assez pollueurs, comme je le disais tout à l'heure, mais qui sont engagés dans des vraies trajectoires de décarbonation. Et dans ce cas-là, il faut aller chercher les preuves de cet engagement. Donc, il y a plein de façons de faire. Ou alors, vous êtes plus prudent et vous vous dites, eh bien, je choisis un secteur durable par définition, donc notamment celui des énergies renouvelables tout à l'heure, mais aussi peut-être ceux de l'économie circulaire. Il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui sont en train de s'appuyer sur ce modèle de la circularité, de la revalorisation des déchets, etc. Ça, c'est des choses que je ne suis pas banquière, hein, mais que je vous conseille de regarder également. Pardon, hein, je prends un peu votre rôle là. Jean-Jacques, vous voulez peut-être compléter la réponse d'Hélène? Je ne suis pas banquier, je suis gérant. Oui. Non, mais je pense que la question que pose Hélène est la bonne question à se poser. En fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, ça peut être tout à fait respectable de vouloir investir dans des entreprises ou dans des secteurs qui, d'une certaine manière, ont déjà fait entièrement leur transformation et sont déjà des secteurs qu'on peut considérer comme étant à l'étape d'après, c'est-à-dire ayant fait totalement leur transition, et donc des secteurs qui sont, si vous me passez l'expression un peu simplifiée, parfaitement verts. Pour ça, il y a des solutions qui existent. Ce faisant, d'une certaine manière, vous contribuez à leur développement, et c'est tout à fait possible et respectable. Et puis, vous pouvez avoir une démarche qui est tout aussi possible et tout aussi respectable, qui consiste, et qui est évidemment complémentaire de la première, à essayer d'investir effectivement dans des entreprises qui, aujourd'hui, ne sont pas encore là où elles devraient être, mais dans lesquelles vous investissez pour leur permettre d'y arriver. Et en fait, on voit bien, là aussi, il faut sortir un peu de la solution simpliste qui consisterait à dire il ne faut orienter l'investissement que sur ce qui est déjà vert, parce que si on fait ça, de facto, on ne va pas fabriquer de transition, et il faut pouvoir répartir et faire d'une certaine manière les deux, aider des secteurs et des entreprises à se mettre à l'échelle alors qu'elles ont déjà développé des solutions et des technologies qui sont matures, et puis aussi financer la transition des autres. Alors, nous allons prendre une dernière question de Paul qui nous demande si l'investissement responsable peut être rentable. Est-ce que ce n'est pas plus risqué d'investir dans le domaine responsable? Il précise, est-ce que les fonds bruns n'ont-ils pas de meilleure performance par rapport à l'investissement responsable? Alors,
peut-être falloir qu'on précise qu'est-ce qu'un fonds brun. Jean-Jacques. Je ne sais pas ce que c'est qu'un fonds brun, pour être tout à fait franc, mais en tout cas, si on prend, si on essaie de regarder les choses de manière un peu froide, hein, ça dépend un peu du choix que vous faites, celui que je mentionnais précédemment. C'est-à-dire si vous décidez d'investir et de limiter vos investissements à des secteurs qui sont déjà des secteurs qui, d'une certaine manière, ont achevé leur transition. Là, pour le coup, c'est juste que vous allez avoir un profil de risque qui va être différent. Typiquement, vous avez aujourd'hui une réglementation européenne qu'on appelle la taxonomie qui permet d'identifier au sens de la réglementation européenne, donc là c'est le législateur qui a défini les secteurs pour dire ils sont dans la catégorie durable, pour la faire simple. C'est tout à fait possible d'investir uniquement dans des secteurs en question et trouver des solutions d'investissement en la matière. Ce faisant, vous allez avoir un univers d'investissement qui va être extrêmement réduit et donc mécaniquement vous allez avoir un profil de risque qui va être très différent d'une solution classique. Inversement, si vous êtes dans des approches qui sont des approches plus long terme et plus diversifiées, la réalité des chiffres, hein, c'est qu'aujourd'hui, depuis le début de la crise ukrainienne en particulier, les valeurs énergétiques, dont certaines recouvrent des entreprises qui n'ont pas engagé leur transition, elles recouvrent des entreprises qui l'ont faite dans le secteur énergétique, ont effectivement eu des performances relativement importantes, ce qui a abouti à pas mal de littérature qui aurait tendance à démontrer que les fonds ESG ont eu dans la période récente des performances relativement moins bonnes que les autres, ce qui statistiquement est vrai, mais par contre ne se vérifie pas sur le moyen terme. Donc tout dépend de votre horizon d'investissement. À moyen terme, à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs, fondamentalement, on est convaincu chez Amundi, on en a fait la démonstration même mathématique, qu'intégrer des exigences en matière de durabilité, ça a un impact positif sur les performances. Après, il faut être aussi extrêmement précis sur ce dont on parle. Quand on rentre dans des stratégies de gestion spécifiques, par exemple, qui visent à contraindre très fortement l'empreinte carbone d'un portefeuille, ce faisant, ça peut avoir un coût sur les performances, pour une raison simple et que tout le monde comprendra, c'est que ça aboutit à réduire l'univers d'investissement. Donc il faut en être conscient et il faut que vous demandiez à votre conseiller de vous éclairer effectivement sur les conséquences du choix que vous pouvez être amené à faire. Une question pour Hélène. Les meilleures entreprises en termes de RSE performent-elles mieux aujourd'hui? Ça, c'est une question très intéressante, très difficile d'ailleurs à documenter, mais il y a un certain nombre d'études maintenant qui se sont lancées sur cette question de la corrélation entre robustesse de la démarche RSE et puis adaptation, et notamment adaptation à la crise. KPMG en 2021 a publié des résultats qui montrent en effet une corrélation positive entre politique RSE extrêmement robuste et puis capacité d'encaisser, si je puis dire, le choc de cette période de la Covid. Et Vigeo Eiris, à la sortie de la crise, a fait exactement la même étude qui le montre très bien. Donc il y a en effet, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, une capacité d'adaptation plus forte au sein des entreprises qui sont armées sur le plan de la RSE. Si je peux me permettre d'ajouter un point là-dessus, il faut avoir en tête que c'est aussi lié à la demande des investisseurs. À partir du moment où les investisseurs sont de plus en plus en recherche de sociétés qui sont plus vertueuses, plus avancées, à partir du moment où ils se donnent des objectifs, y compris quantitatifs sur ces sujets-là dans les fonds, en fait, mécaniquement, vous avez un effet de demande, c'est-à-dire qu'il y a plus de demande pour ces entreprises-là qui sont effectivement les plus vertueuses, les plus avancées. Et il y a quand même des réalités assez simples qu'on connaît tous en économie et sur les marchés. C'est que si la demande est supérieure à l'offre, et ben mécaniquement, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises qui sont les plus avancées ont tendance à avoir un cours de leur action qui est supérieur à leur pair au sein d'un même secteur. Donc, d'une certaine manière, on a aussi un rôle à jouer comme investisseur et comme épargnant, puisque par la demande qu'on adresse au marché, on pousse les entreprises à se transformer. Alors, on arrive au terme de cette webconférence. Alors, j'ai envie de vous donner la parole, Eric, pour le dernier mot de la fin. Que retenir aujourd'hui de cette webconférence ? Je pense qu'il faut retenir que nous sommes déjà engagés dans une séquence de grande transformation de notre économie. Je crois qu'il faut retenir que nous n'avons pas le choix et que d'une façon ou d'une autre, nous allons rentrer et nous devons rentrer dans une économie bas carbone. Chacun est libre de son choix, y compris dans ses stratégies d'épargne, comme ça a été dit par Jean-Jacques. Pour autant, toujours considérer qu'à moyen terme, et c'est ce que rappelaient Jean-Jacques et Hélène, les entreprises qui intègrent des stratégies RSE robustes, quantifiées, sur lesquelles des engagements sont pris, sont probablement, on va utiliser cette
cette formule de précaution sont probablement celles qui seront les plus résilientes. Et ce que je peux, moi, rajouter en tant que banquier, c'est qu'effectivement, quand on observe des entreprises qui intègrent ces questions de durabilité au cœur de leur stratégie, eh bien, on a des entreprises qui se projettent et qui commencent à s'adapter à un monde qui, de toutes les façons, va radicalement se transformer. Eh bien, merci à tous les trois pour vos interventions. Vous nous avez apporté de nombreux éclairages sur l'investissement responsable et sur la façon d'investir pour un monde plus durable. Alors, vous pouvez approfondir tous ces sujets en vous baladant sur le salon digital. Donc, vous avez des stands qui sont à votre disposition et tout au long de l'après-midi, vous pouvez interroger des experts en direct. Donc, ils sont à votre disposition. N'hésitez pas à les solliciter et à poser vos questions. Alors, aussi, vous avez un jeu concours. Donc, vous pouvez tenter votre chance sur un concours sur l'investissement responsable. Donc, juste à 21h, et vous avez des bons cadeaux, des bons d'achat éco-responsables à gagner. Alors, merci pour votre participation et puis bonne navigation sur ce salon digital.